2001, lorsque M. Kabila est imposé comme président, on n'a pas demandé l'aval des Congolais. Donc, alors qu'il y a la communauté internationale qui a imposé M. Kabila comme président en 2001 et qui a soutenu et reconnu le résultat des hold-up électorales de 2006 et de 2011, que la communauté internationale règle l'affaire avec la personne qui nous a imposé. Je pense que ce qui est important, c'est d'abord de bien discerner, lorsqu'on parle de la communauté internationale, de quoi vraiment il s'agit. Parce qu'en 2006, ces experts ont raconté ceci. Vous savez, monsieur, madame, il fallait à tout prix qu'on puisse soutenir Joseph Kabila. Mais alors, vous ne savez pas quel était le casse-tête au sein de la communauté internationale pour trouver la stratégie pour pouvoir contourner la donne Tshisekedi. Alors, figurez-vous que, après analyse, après concertation, finalement, des experts ont abouti à la conclusion qu'il fallait approcher M. Tshisekedi et lui promettre qu'on va le soutenir après les élections de 2006, pour autant qu'il exige d'abord un certain nombre d'obligations, et s'il n'obtenait pas satisfaction, qu'il boycotte les élections. Donc, le boycott des élections a été une inspiration des personnalités d'une certaine communauté internationale qui avaient contacté ou qui avaient approché l'UDPS. Alors, ils ont dit encore que lorsque nous étions maintenant rassurés que M. Tshisekedi allait boycotter les élections de 2006, en demandant notamment à ses militants de ne pas accepter l'enrôlement, eh bien la communauté internationale a dit « Ouf! Enfin, nous allons pouvoir faire passer Joseph Kabila. » Donc aujourd'hui, lorsqu'on approche M. Tshisekedi, ou lorsque M. Tshisekedi dit qu'il faut que la communauté internationale puisse envoyer un médiateur, je crois que nous devons être interpellés. Donc, dès lors que le service de renseignement est devenu l'affaire personnelle de M. Kabila, il règle tout à travers le service de renseignement. Vous avez vécu pincer sans rire pour le pseudo-dialogue de M. Kabila. Il envoie aux partis politiques de l'opposition le tortionnaire, M. Kalev, pour aller dire qu'il avait un message du président de la République, M. Kabila. À l'époque d'autres cieux, qu'est-ce qu'on aurait dit? Non, nous disons contre le dialogue. On n'est pas contre le dialogue pour être contre le dialogue. Nous savons que M. Kabila ne respecte pas sa parole. Nous ne demandons qu'une seule chose pour le dialogue. Comme l'a toujours demandé le président Tshisekedi de Lumumba, qu'on puisse lui restituer son impérium. Donc ça sera un dialogue d'1 minute. M. Kabila arrive avec son pouvoir, il le transmet à M. Etienne Tshisekedi et le dialogue est terminé. J'ai assez dit. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, comme vous voyez vous-même aujourd'hui, c'était le jour J, Franck Djongo, le député Franck Djongo, le député Jean-Claude Mvouemba et puis Maman Justine Kassavoubou étaient à Bruxelles au club presse de l'Union européenne face à la presse, face à toute la presse congolaise de Belgique était là, nous étions là, les micros du pasteur Bobo. Suivez Franck Djongo, Jean-Claude Mvouemba et puis Justine Kassavoubou. Affaire dialogue, affaire glissement, affaire élection. Suivez la position de l'opposition. Suivez. Nous vous saluons et vous remercions.
remercions pour votre présence ici. Comme vous l'aurez constaté par les informations qui nous parviennent du pays, l'heure est grave. C'est la raison pour laquelle nous nous trouvons ici, en séance de travail pendant le séjour des deux honorables qui ont fait l'effort de se déplacer pour mieux nous informer. Alors on ne présente plus les deux personnalités ici qui m'entourent. Je dirais simplement que vous avez l'honorable Franck Diongo, que vous connaissez tous, président du MLP, Mouvement Lumumbiste Progressiste. Alors, il est parfois qualifié d'opposant radical. Moi, je dirais plutôt que c'est un légaliste. J'ajouterais même que c'est un rigoriste politologue engagé. Et donc, j'ajouterais aussi qu'il a toujours un souci de pédagogie qui est assez remarquable. Et donc, il aura à nous entretenir sur le thème que vous avez pu constater aujourd'hui, les vecteurs du blocage en RDC. Alors, à ma droite, vous avez l'honorable Jean-Claude Mvwemba, que l'on ne présente pas non plus. Et même ceux qui suivent l'actualité savent qu'au-delà des qualités de tribun qu'il a, c'est également un député qui se bat et qui ose aussi au Parlement poser les vraies questions. Et je pense que leur engagement peut nous aider aujourd'hui à mieux démêler les chevaux de la problématique qui engage aujourd'hui la RDC dans un processus vers les élections. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à l'honorable Franck Diongo qui va maintenant vous entretenir sur le thème du jour. Je vous remercie. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci pour votre disponibilité et pour votre présentation. Je commencerai par saluer les amis de la presse nationale et internationale qui est venu s'entretenir avec nous ce soir pour le thème enjeux du processus électoral, facteurs des blocages. D'entrée de jeu, je commencerai par remercier les frères et sœurs congolais et africains qui sont là parce que nous avons le devoir de vérité. Nous reconnaissons le combat que vous menez à l'extérieur et nous devons vous rendre compte comme nous vivons sur le terrain. Sur base de ce devoir de redevabilité, ça nous permettra de dégager une tendance générale et essentielle d'une convergence pour l'intérêt du pays et la libération de notre pays. Enjeu du processus électoral, le facteur de blocage. Au niveau des enjeux, quel est l'enjeu principal du processus électoral en RDC? C'est l'exercice du pouvoir d'État. C'est l'enjeu principal. C'est l'exercice du pouvoir d'État. Et dans le processus électoral, quelle est l'origine, la nature et les contextes du processus électoral? Je parlais de l'origine, de la nature et du contexte du processus électoral. L'origine de l'actuel processus électoral, c'est l'accord global et inclusif de Sun City, dont j'ai été signateur, j'étais participant au dialogue intercongolais en 2003. C'est de là que nous avons rédigé l'actuelle constitution qui constitue la base légale du processus électoral. Quelle est la nature du processus électoral actuel? C'est un processus fragile et précaire parce qu'il est issu d'un compromis politique, de l'accord global inclusif. Donc c'est le fruit d'un consensus. Dans quel contexte nous avons obtenu ce processus électoral? C'est dans un contexte de guerre où il y a eu pression de la communauté internationale
et nous avons trouvé un compromis politique pour mettre un terme à la guerre, pour organiser des élections. C'est dans ce contexte-là, avec cette nature, que nous avons eu le processus électoral. Nous avons dit enjeu du processus électoral, bien entendu, les facteurs de blocage. Les blocages s'appellent Kabila. Les blocages du processus électoral à un nom s'appellent Kabila. Et les vecteurs de blocage, ce sont les institutions du pays. Les institutions du pays constituent les vecteurs de blocage. Et nous allons vous démontrer à travers quelques exemples comment chaque institution du pays a contribué à bloquer le processus électoral. Toutes les institutions et l'ensemble des institutions congolaises constituent ce que nous appelons l'État contre le peuple. Lorsque nous arrivons aux vecteurs de blocage qui sont les institutions, je vais vous donner quelques illustrations de chaque institution ou dans le jeu des questions et réponses. Je démontrerai chaque institution du pays, comment chaque institution a contribué à neutraliser le processus électoral, à bloquer le processus électoral. Donc, le blocage du processus électoral est une action planifiée et organisée à volonté. Ce n'est pas un cas de force majeure qui fait que le processus électoral aujourd'hui est bloqué. Donc, l'État contre le peuple, qui incarne l'ensemble des institutions du pays, manque de la volonté politique d'organiser des élections à tous les niveaux au pays. Je suis au pain de quelques illustrations. Je prends n'importe quelle institution. Prenons la CENI, le pouvoir organisateur des élections. Comment la CENI a joué à bloquer le processus électoral pour qu'il n'y ait pas une seule élection au pays? Premier élément, les calendriers électoraux. Pendant que l'ensemble du peuple congolais, qui a la volonté d'avoir des élections, avait exigé avec la communauté internationale qu'il y ait un calendrier global, qui est un calendrier inclusif, qui démontre la totalité des élections à organiser. La CENI a donné à la République un calendrier indigeste, irréaliste et inconstitutionnel, et aujourd'hui dépassé. Quand je prends les calendriers, ça c'est pour la globalité des élections. Les élections provinciales, deuxième exemple de la mauvaise foi de la CENI. La contribution de la CENI au blocage du processus électoral. Les élections des députés provinciaux. Le calendrier qui a été publié, que je vous dis dépassé, est irréaliste. On devrait avoir les élections des députés provinciaux le 25 octobre 2015. Ils ont fait ce qu'on appelle appel à la candidature. Chaque député, en termes de caution, devait payer $600 par candidat, par la circonscription. Si vous êtes un parti politique, c'est par la liste. Si je vous donne l'exemple de la ville de Kinshasa, 24 communes, pour un parti qui dépose des candidatures dans toutes les communes, les 24 communes, tu prends 600 par liste, $12 000. Alors, pour 20 communes, avec les frais administratifs, les frais bancaires, les documents, les attestations, chaque parti dans la seule province de ville de Kinshasa a
en moyenne 20 000 $ de dépôt des candidatures et de formation des dossiers. Alors, à l'époque, c'était 11 provinces. Quand vous multipliez 20 000 $ par province, vous allez au-delà des 100 à 150 000 par parti politique pour les dépôts des candidats dans tout le pays. Après avoir fait cela, à la date d'aujourd'hui, on a dépassé la date du 25 que la CENI a publiée. La CENI ne dit pas aux Congolais pourquoi il y a un report des élections et jusqu'à quand. Et quel devient l'ensemble des cautions déposées par les partis politiques. On n'a aucune explication. Troisième acte de mauvaise foi, de la complicité de la CENI au blocage. La CENI a saisi la Cour constitutionnelle quant à l'interprétation sur les élections des députés, des gouverneurs. La CENI avait présenté les calendriers pour les élections des gouverneurs, parce qu'on a fait l'éclatement pour les nouvelles provinces nouvellement créées, de 11 provinces à 26 provinces. Les calendriers déjà publiés, la caution était de 3 000 $ par candidat gouverneur. La CENI a publié les calendriers, les candidats ont pris connaissance et se sont préparés pour déposer les candidatures. Ils ont reporté 2 fois et après ils ont reporté s'inédié. Après avoir reporté 3 fois, ils vont saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation. Et la Cour, au lieu qu'on organise les élections dans ces nouvelles provinces, va donner un arrêt illégal octroyant un pouvoir à l'exécutif de nommer les gouverneurs appelés commissaires spéciaux. Voilà quelques exemples parmi tant d'autres pour, par exemple, la CENI. Et ajouter à cela, 4e élément parmi tant d'autres, la démission volontaire et programmée pour bloquer la machine. Vous avez suivi. Il ne démissionne pas à la fois. Normalement, il démissionne d'abord, après c'est le vice-président, après c'est le questeur. Donc, pour essayer de bloquer la machine. Ça, c'est l'absence de volonté du côté de la CENI. Quand je prends le gouvernement de la République, premier acte de complicité pour bloquer, accorde au processus électoral un budget insuffisant. Premier élément. Deuxième élément, il refuse d'exécuter les budgets qui est une loi. J'ai avec moi, parmi les exemples que je vais vous donner, les rapports annuels de la CENI. Ce rapport est un document à présenter à l'Assemblée nationale, qu'ils ont présenté depuis le mois de mars, mais qu'on n'a pas débattu jusqu'à aujourd'hui. Et ça, ce sont les patriotes comme vous, les membres du Front anti-dialogue, qui sont contre le dialogue, qui sont à la CENI, qui m'ont donné ces documents que j'ai présentés à la télévision à Kinshasa, que j'ai fait allusion au niveau de mon intervention au Parlement. Ce document qui devait être un document public, mais qui n'a pas été distribué aux députés, vous démontre l'absence de volonté du gouvernement d'organiser les élections. À la page, je vous dis seulement une page. À la page 98 de ce document, qui démontre l'utilisation des fonds reçus pour les élections des députés provinciaux. Donc, ce document a été juin 2014, fin mai 2015. Pour les élections des députés provinciaux, pour vous montrer l'absence de volonté politique du gouvernement, le montant total est de 528 millions de dollars pour les élections des députés provinciaux, budget accepté et voté, que le gouvernement s'est engagé pour décaisser. Pour les élections qui doivent se tenir à la fin du mois, donc le 25 octobre, à la fin du mois de mai, sur 528 millions de dollars, le gouvernement n'a décaissé que 45 millions de dollars, soit 8,69%.
alors que la commande seulement des bulletins coûtait 3 à 6 mois. Comment une élection qu'on doit tenir compte, qu'on doit exécuter, qu'on doit réaliser, qui doivent être exécutées au mois d'octobre, et que le gouvernement accorde un budget insuffisant, le Parlement ne décide pas d'accroître le budget capable de donner à la République des bonnes élections. Deuxième griffe pour le Parlement. Le Parlement, quand le Parlement voit que le gouvernement refuse d'exécuter le budget, qui est une loi, il faut se soumettre. Le Parlement consacre l'impunité, n'a jamais sanctionné le gouvernement, n'a jamais sanctionné un seul mandataire pour non-exécution du budget. Je prends la rubrique budget des élections. Troisième responsable du Parlement. Le Parlement excelle dans les votes de lois qui compliquent le processus électoral du genre loi électorale que vous avez vu que les gens sont morts en janvier lorsque nous avons appelé la population à manifester. Cette loi n'était pas nécessaire parce que nous avions une loi électorale en vigueur qui était opérationnelle, qu'on peut organiser les élections même aujourd'hui. Les cours et tribunaux. La Cour constitutionnelle, vous avez vu, a rendu son arrêt illégal, octroyant le pouvoir de nommer le gouverneur appelé commissaires spéciaux au-delà des pouvoirs constitutionnels de la Cour constitutionnelle. La Cour n'a pas la compétence d'octroyer un pouvoir exorbitant aux autres institutions. La Cour n'a pas le pouvoir constitutionnel d'aller au-delà de la demande de ce qu'il avait saisi. Donc la Cour a aidé à bloquer le processus. Vous voyez comment l'arrêt de la Cour a empêché l'élection des gouverneurs dans les nouvelles provinces. M. Kabila, comme exerçant les fonctions de président de la République, parce que je vous ai dit dans mon introduction que le blocage sur M. Kabila, donc il a inféodé toutes les institutions à sa cause, parce que la volonté principale dans la nature du pouvoir, parce que ce processus électoral est vu de différentes manières. Pour M. Kabila, le pouvoir a une nature, un pouvoir héréditaire et militaire, donc il n'y a que lui et sa famille qui peuvent gérer le pays. Les restes les suivront. Pouvoir militaire, parce qu'ils ont pris le pouvoir par la guerre. Pendant que pour les peuples congolais, après la réconciliation en Afrique du Sud, à travers un processus chèrement acquis, c'est un processus électoral qui permet aux Congolais de choisir ses dirigeants. Pour M. Kabila, c'est une formalité qui le permet de rester au pouvoir. Et comme aujourd'hui, tous les textes l'excluent d'être candidat, il n'a plus intérêt qu'il y ait élection. Voilà l'origine du blocage. Après cette analyse, pendant que le processus est bloqué à volonté, il va imaginer une supercherie appelée dialogue. Le dialogue est une supercherie qui a pour vraie motivation, 1. Trouver un semblant de compromis avec les participants pour en faire 3 objectifs principaux. Décider d'une transition d'aider à 3 ans, rédiger l'acte de constitution de la transition, modifier la constitution de la République, et dans la constitution qu'ils ont déjà rédigée, parce qu'ils vont suspendre l'actuelle constitution, dans cette constitution déjà rédigée, ils ont il y aura un changement du régime politique. Ça ne sera plus le régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire, ça sera le régime présidentiel. Il n'y aura plus de premier ministre. 2. Le mandat va passer de 5 ans à 7 ans. 3. On va supprimer les 5 ans renouvelables une fois, donc les nombres de mandats seront illimités. Ce qui permettra à ce que lui redevienne candidat, soit dans la logique de la nouvelle constitution
un nouveau mandat. C'est la logique de l'ancienne constitution, un troisième mandat. Dans notre attendement donc, il est de notre devoir de vous rendre compte, vous qui vous battez pour le pays, pour essayer de remettre ce plan en discussion avec vous, pour échanger. Et qu'est-ce que nous proposons après avoir démontré l'absence de volonté politique et la complicité des institutions? Et je n'ai pas oublié de dire à la fin donc, parmi les responsabilités des institutions, si j'ai oublié quelques institutions, les collègues pourront me compléter ou vous poserez des questions. Les cours et tribunaux, à part la Cour constitutionnelle, les autres cours, la Cour suprême, la Cour d'appel, les grandes instances, ainsi de suite, sont instrumentalisés pour arrêter les défenseurs des droits de l'homme et les opposants. Vous avez suivi les cas de Filimbi et d'autres cas des opposants irrégulièrement arrêtés. Donc les cours et tribunaux pour arrêter les opposants, les défenseurs des droits de l'homme, le mouvement citoyen, le mouvement des jeunes, de prendre conscience, l'État instrumentalise la justice pour bloquer cela, pour empêcher la prise de conscience citoyenne. Quelle est notre proposition au regard de ce schéma noir? Première proposition, parce que M. Kabila est le blocage du processus électoral, il y a des solutions du déblocage. Première solution, les déblocages volontaires. C'est-à-dire que M. Kabila prend conscience de renoncer, de rester au pouvoir, de renoncer à changer la constitution, de renoncer à briguer un troisième mandat et s'engage de laisser les élections présidentielles et autres élections s'organiser avant décembre 2016. Ça s'appelle un déblocage volontaire. Deuxième solution, les déblocages forcés. Le déblocage forcé a deux parties. Première partie, le peuple souverain prend conscience que c'est lui le détenteur du pouvoir, le propriétaire du pouvoir, refuse que son pouvoir soit confisqué par un individu ou un groupe d'individus et applique l'article 64 pour empêcher qu'un groupe d'individus ou un individu confisque et exerce par la force ou illégalement son pouvoir d'État. Et pour y parvenir, ça demande la mobilisation, la conscientisation, la sensibilisation de l'opinion nationale, sous-régionale, régionale et internationale pour enfin mobiliser et les ressources humaines et informer, former, mobiliser les ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles et ressources médiatiques. C'est pourquoi nous avons salué la présence de beaucoup de médias ici. Parce que sans les médias, le peuple ne sera pas informé, le peuple ne sera pas formé. Deuxième palier de déblocage forcé, c'est l'implication de la communauté internationale. Parce qu'en fait, en 2001, lorsque M. Kabila est imposé comme président, on n'a pas demandé l'aval des Congolais. Donc, alors qu'il y a la communauté internationale qui a imposé M. Kabila comme président en 2001 et qui a soutenu et reconnu le résultat des hold-up électorales de 2006 et de 2011, que la communauté internationale règle l'affaire avec la personne qui nous a imposé. Pour ça, c'est le premier palier de l'implication de la communauté internationale. Ils ont le devoir de régler l'affaire de l'imposition qu'ils ont fait aux Congolais. Pour compléter. Merci tout d'abord. Je suis d'accord avec l'honorable, le président, le juge Franck Biongo, pour vous souhaiter la bienvenue. Sur tout ce qu'il a dit, sauf qu'il y a un paramètre que l'honorable Franck Biongo peut-être me l'a laissé inconsciemment, c'est en ce qui concerne la police et les services de renseignement. Comme vous le savez, nous ne cessons depuis le temps de dire que M. Kabila a privatisé, a politisé les services de renseignement et la police. Comment voulez-vous, lors des événements du 19 janvier 2015, d'un
d'ailleurs, pour dire la vérité, ces événements sont sortis du Parlement. C'était à travers les groupes parlementaires UDPS alliés, le MLC est allié, l'UNC est allié, ainsi que les indépendants qui ne sont pas nombreux, l'honorable Franck Diongo et l'honorable Emery Koundji, quand nous sommes revenus pour barrer cette affaire de l'ONIP, recensement, élection. Ce n'était pas facile. Le président de l'Assemblée nationale a fait passer cette loi manu militari sans même se rendre compte de son inconscience. Donc il fallait que le peuple sorte. Mais ça fait plus de 5 ans que nous préparons ce peuple afin qu'il puisse se prendre en charge. Aujourd'hui, ce ne sont pas les ténors qui sont là aujourd'hui. Ils passeront. D'autres vont mourir, d'autres, je n'en sais rien, quitteront le pouvoir à force de l'âge et consorts. C'est à ce peuple que nous demandons qu'il puisse être ferme et de s'emparer de leur pouvoir. Le service de renseignement de la NER nous ont bloqué les téléphones pendant 4 mois. Suite à un directeur de cabinet du chef du service de renseignement, M. Calais, qui a écrit une simple lettre aux sociétés de communication pour qu'ils nous bloquent nos téléphones pendant 4 mois. Il y a certains téléphones qui sont professionnels. Il y a d'autres que nous sommes en phase avec notre base. Et pendant 4 mois, il y a eu combien de morts? Il y a eu combien d'hospitalisations? Il y a eu combien des enfants, des garçons et filles qui n'ont pas étudié? Parce qu'à l'heure actuelle, le travail d'un député au Congo, je vous demande d'aller, un jour si vous êtes au Congo, allez voir, rendre visite à l'honorable Franck Diongo, président du MLC, un mercredi. C'est le jour qu'il reçoit toute la population quinoise. Mais il est là de 6 h du matin jusqu'à minuit. Quand nous rentrons dans notre base, nous sommes devenus des assistants sociaux. Tout ce qui passe à la communauté, la mort, les hospitalisations, les écoles et tout ce que vous voulez. J'irai même plus loin pour arranger certains divorces. Ils viennent vous voir. Alors vous n'avez pas de téléphone pendant 4 mois. La suspicion, elle est facile. Député Goutakami téléphone pour Alingi Batubamone les sociétés. Moi et l'honorable Franck Diongo, nous avons porté plainte pour la première fois dans l'histoire du Congo. Qu'on puisse porter plainte contre un service de renseignement qui est la NER. Et nous avons demandé à ces sociétés de télécommunications 500 000 $ par numéro. Parce qu'il y a d'autres en avaient 4, d'autres en avaient 5, et ils n'en trouvaient plus. Comme on dit à Lingala, maintenant nous avons au moins 10 plus. Et nous savons comment nous pouvons appeler les uns les autres, bien sûr, sans oublier les Bissimbi, les Bankoulou et les sorciers, qui savent comment nous pouvons nous communiquer. Donc, dès lors que le service de renseignement est devenu l'affaire personnelle de M. Kabila, il règle tout à travers le service de renseignement. Vous avez vécu pincer sans rire pour le pseudo-dialogue de M. Kabila. Il envoie aux partis politiques de l'opposition le tortionnaire, M. Kalev, pour aller dire qu'il avait un message du président de la République, M. Kabila. À l'époque d'autres cieux, qu'est-ce qu'on aurait dit? De voir quelqu'un, un patron de service de renseignement, aller dans les partis politiques de l'opposition. Il y a les autres qui ont refusé comme moi. Parce que je me disais que nous avons encore des combattants qui sont dans leur geôle jusqu'à ce jour qu'on ne sait pas le retrouver. Et vous avez appris 3 mois après 425 corps découverts au charnier de Maluku. Jusqu'à ce jour, aucune explication. Si c'était dans d'autres cieux, mais nous aurons pu voir autre chose. Parce que les Occidentaux aussi, jusqu'à ce jour, nous demandent d'être patients. La passation de pouvoir à travers les grands velours. Mais non, ce n'est pas possible. C'est pour cela le service de renseignement de M. Kabila est très amer. Parlons-en de la police. La police, au lieu d'aller sécuriser la population, c'est la police au contraire qui terrorise la population. Comment voulez-vous
des députés, des gouverneurs, des vice-gouverneurs, toute personne, toutes Congolaises et Congolais qui se sentent menacés a le droit d'avoir des gardes-corps. Vous avez vu ce qui s'est passé après les démissions du groupe G7 de Moïse Katumbi. Ils sont allés chasser tous les policiers qui étaient avec eux. Comment voulez-vous croire encore à cette police? Le 15 septembre, nous sommes à Sainte-Thérèse en Chili. Nous avons organisé un meeting, une rencontre avec la population, pour la première fois. Parce que le président Franck Diongo et moi, nous sommes des habitués de pavés de Kinshasa. Nous avons pu voir les enfants de certains présidents des partis politiques et les enfants de certains amis de 15, 16, 17 ans. Le pouvoir de M. Kabila envoie une horde. Plus de 100 militaires et policiers, sportifs, tous connus à la Ligue de jeunes du PPRD, qui se sont réunis le lundi soir. Au lieu qu'on leur donne 100 $ comme ils étaient convenus, on leur a donné 65 $ par quelqu'un. Et pour tous les sportifs de Nchili, ils se sont rendus compte que la Tchango ne peut pas être responsable de la mort des uns et des autres. Ils se sont rebellés, ils sont laissés à 35 personnes qui sont venues pour nous tuer. Je dis bien nous tuer. À quelque chose près, le malheur est bon. Certains égaux ont fait en sorte que certains leaders de la dynamique et d'autres que nous avons invités puissent venir à leur heure de confiance. Mais ils attendaient que nous puissions directement entrer sur le même chemin pour négocier cela. Et vous avez vu la suite. Nous avons 3 compatriotes tués qu'on a amené leur corps à la clinique Ngalema. Mais jusqu'à ce jour, nous demandons l'identité de nos 3 frères. Ils peuvent être utilisés par le pouvoir politique. Mais qui sont-ils? D'où viennent-ils? Pourquoi ils étaient là? Pourquoi on les a payés pour tuer leurs propres frères? Nous sommes partis porter plainte sur le procureur de la République comme d'habitude. Donc c'est un dossier qui serait sans suite. Et j'ai terminé par ce que la population nous demande. Ne vous en faites pas. La population ne demande qu'une seule chose. Monsieur Kabila doit partir. Toute personne qui ira au dialogue avec Monsieur Kabila serait responsable de lui-même. Le problème, ce n'est pas le dialogue. Après avoir détruit ce dialogue, ce pseudo-dialogue, parce que M. Kabila venait d'organiser les concertations, vous savez, il y a à peine 2 ans, il est même venu clôturer ces concertations en disant qu'il y avait 100 résolutions qui doivent nécessairement être prises en compte dès le lendemain. Jusqu'à ce jour, il n'y en a que 2. La nomination du gouvernement Matata 2, la nomination du professeur Rosolo Bambi, qui est parti déposer une liste de malfaiteurs, de corrompus de la République. 24 heures après, c'est le procureur général de la République qui dit la personne qui dit encore qu'on est venu laisser les noms des gens ici sera arrêté. Mais nous, on le dit. C'est le procureur général de la République qui vient nous arrêter. Nous avons ici le fax de l'AFP. À peine 15 minutes que le professeur Rosolo est sorti de là, tout le Congo savait quelle est la nature, enfin, à l'époque, on l'aurait appelé la délation qu'exerçaient les nazis à l'époque de la Gestapo. Donc tout ça pour vous dire que le peuple congolais en a ras-le-bol. Le peuple congolais estime que M. Kabila a eu la chance de diriger ce pays et que maintenant, la place à quelqu'un d'autre. Et ça, que ce soit Franck Diongo, que ce soit moi, nous vous disons que personne ne laissera plus cette chance à M. Kabila de continuer. Donc il doit partir. Et ceux qui rentreront avec lui, mais sachent déjà qu'il a déjà nommé les commissaires généraux. Et je crois que cette semaine, il va nommer dans les comités de gestion des entreprises. Donc nous disons, contre le dialogue. On n'est pas contre le dialogue pour être contre le dialogue.
Nous savons que M. Kabila ne respecte pas sa parole. Nous demandons qu'une seule chose pour le dialogue. Comme l'a toujours demandé le président Tshisekedi Lumumba, qu'on puisse lui restituer son impérium. Donc ça sera un dialogue d'une minute. M. Kabila arrive avec son pouvoir, il le transmet à M. Etienne Tshisekedi et le dialogue est terminé. J'ai assez dit. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Kabila vient de recevoir les ambassadeurs pour un éventuel dialogue qui va commencer fin novembre. L'opposition va-t-elle participer? Quelle est votre position par rapport à l'UDPS? Pourquoi pas une union sacrée de l'opposition pour barrer la route à Kabila, comme vous le dites? Dernièrement, vous avez tenu un conclave à Fatima, où des résolutions d'opposition concernant le dialogue et les échéances à venir. Entendre M. Mvwemba, il dit que M. Katumbi fait partie du G7. Il dit le G7 de M. Katumbi. Or, on a constaté que lors de la clôture, il y avait des membres du G7 qui sont venus participer ou, que dis-je, assister à vos travaux. Est-ce que c'est conclure qu'il y a une alliance déjà entre le G7 et l'opposition telle qu'on l'a connue avant le G7? Et cela veut dire que pour M. Katumbi, dont les ambitions ne sont plus cachées, peut compter sur la dynamique, parce qu'on entend que déjà beaucoup de gens de l'opposition également sont dansent peut-être pour M. Katumbi. Donc je voulais un peu savoir quelles sont les relations finalement que l'opposition telle qu'on l'a connue, dans la dynamique de l'opposition congolaise, a par rapport au G7. Il me semble, je viens d'apprendre maintenant de M. Mvwemba, de M. Katumbi. Merci. Congolais de Belgique, vous avez fait une description de la situation générale du pays et c'est clair que effectivement toutes les institutions sont arrêtées par une seule personne, M. Kabila, et que si on parvenait à l'arrêter, il est possible que les choses changent. Or, M. Kabila contrôle l'armée, il contrôle la police, il contrôle toutes les institutions comme vous l'avez dit, et connaissant l'évolution politique de l'histoire, on sait que il n'y a que le peuple qui est en mesure de défenestrer une dictature. Vous êtes des leaders de partis politiques. Concrètement, comment vous organisez pour atteindre les 70 millions de Congolais pour qu'ils se lèvent et dans quel délai vous pensez qu'il est possible que le Congolais puisse vraiment se prendre en charge, comme vous l'avez dit, et donc bouger un peu le régime dictatorial? Je vous remercie. Radio TV Bindé, Grande-Bretagne. Monsieur Libita, ma question est celle-ci. D'abord, merci la tableau où tu peux Sabiso sur la situation des le Karamoka. Au lieu de l'institution, nous sommes bloqués. Mais nous avons bloqué, ma communion sur les alliés, M. Kabila. Mais je ne sais pas, l'armée aussi est occupée, infiltrée. Bozo Kansani, le roi Bozo Benga élection, l'armée aux alliés infiltrée, ce n'est pas un secret. Oyo, Bapaya Basana Kati. Bozo Lingabo qui a d'abord une élection, est-ce que Bozo Sir, sauf que même l'élection d'armée où ils ont occupé, beaucoup de Bimisa, peuple dans ici, merci. Dernière question parmi les 5. Il est là. Vas-y. Séraphin Kachama, le conseil de la presse congolaise de Bomoko Yamboka. Et ma question est celle-ci. Vous venez de soulever un point sur le déblocage forcé. Si je vous ai bien compris, donc le peuple congolais doit se préparer à un soulèvement populaire en 2006, au cas où 2016, excusez-moi, au cas où Kabila n'a pas respecté la Constitution. C'est ça ma question que je pose à l'honorable. Vous excusez qu'on commence par répondre à des 5 questions. Mais Madame Justine, bien qu'elle est modératrice, elle est combattante, elle pourra nous enrichir dans les réponses à d'autres questions. Donc, je disais ceci que nous vous remercions. Nous saluons personnellement la pertinence et la lucidité des questions.
j'ai imploré la grâce et la compréhension de madame la modératrice. Elle est comme elle est, même elle est combattante, que s'il y a des questions qu'elle pourra nous enrichir dans les réponses, que l'Assemblée accepte ou qu'elle-même accepte également de nous compléter avec l'honorable Jean-Claude Mvwemba dans les réponses. C'est pas si la main présente est bien acceptée. Alors merci beaucoup d'être accepté. Parce que le vieux singe, je ne n'enseigne pas des grimaces. Première question, Pasteur Bobo. Notre position face au dialogue est claire. Le dialogue est une valeur et un principe de démocratie. Dans son essence, le dialogue est positif. Mais dans le contexte congolais, comme vous savez tous, qu'il y a un mot dans un sens que dans un contexte. Dans le contexte congolais, le dialogue tel qu'initié par M. Kabila est une supercherie, est une anarque, est une sorte de stratagème pour les permettre de ne pas quitter le pouvoir, de rester le plus longtemps possible au pouvoir, parce que je vous avais dit que dans la nature du pouvoir, dans l'attente de la conception de M. Kabila, le pouvoir est héréditaire et il est militaire. Donc, j'y suis et j'y reste. Et que l'élection n'est qu'une formalité qui le permet d'y rester. Donc, si les élections de 2016, qu'il exclut à travers toutes les lois, il avait toutes les tentatives, changer de constitution, changer de loi électorale, proposer la création des Léonides. Et nous l'avons exclu par la volonté du peuple congolais dans toutes les élections, dans toutes les lois. Donc il n'a plus le moyen d'y rester par la formalité électorale. Alors qu'est-ce qui lui reste? Une supercherie à travers les dialogues. En psychologie de négociation, on ne peut négocier avec quelqu'un si on ne peut pas atteindre l'objectif sans lui. Ou le monsieur est humilié, vous l'écrasez et vous le contournez. Si vous ne savez pas l'écraser, vous ne savez pas le contourner, vous négociez avec lui pour dépasser. C'est cela. Mais pourquoi M. Kabila a l'intérêt de négocier aujourd'hui? Il n'y a aucun facteur de blocage pour lui. Donc, les vraies motivations, c'est ce que nous vous avons dit, c'est pour un troisième mandat, c'est changer la constitution. D'ailleurs, lors du débat de budget, nous avons été, comme vous avez suivi dans les médias, le seul député qui avait découvert qu'ils ont caché les référendums. Et nous l'avons dénoncé. Donc le référendum, c'est apprêter le schéma du Congo-Brazzaville pour changer la constitution. Et le dialogue, c'est pour obtenir une résolution de sorte qu'ils fassent le référendum du changement des constitutions. Le prétexte de mise pour trouver un compromis sur le calendrier électoral, le prétexte de mise pour trouver l'argent, non. J'ai les documents avec moi que je vais vous remettre. Ces documents, c'est les rapports de la Cour des comptes. Je vais photocopier l'intégralité des documents. Ça, c'est le premier document que je vais vous donner. Le deuxième document que je vais vous donner, ça, c'est le rapport de la Cour des comptes. Je vous dis pourquoi. C'est le rapport du contrôle de l'exécution du budget 2015, les 3 ou 6 premiers mois. Qu'est-ce que vous allez voir là-bas? Lorsqu'on dit il n'y a pas de moyens pour financer les élections, dans le rapport de la Cour des comptes, que je vais vous remettre l'intégralité, il y a beaucoup de chercheurs parmi vous. Dans ce rapport, l'année 2014, sur un budget de 7 à 8 milliards, le gouvernement du Congo, c'est même insultant, a décaissé 960 milliards de francs congolais, plus d'1 milliard, pour exécuter 191 projets qui ne figurent pas dans les budgets de l'État. Plus d'1 milliard de dollars, alors que chaque cycle électoral ne coûte en moyenne que 500 millions de dollars. Ces 5 milliards auraient servi, bien entendu, donc, d'organiser et le présidentiel et les provinciales, et on n'aurait pas besoin d'argent. 1 milliard de dollars sans budget. Alors que dans les lois de la République, et quand le Parlement voit ça, le Parlement ne sanctionne pas, ne punit pas. Alors que dans la loi financière, il y a ce qu'on appelle l'orthodoxie budgétaire. On ne peut dépenser que ce qu'on a. Et il y a une exigence de la loi financière. Lorsque vous, les crédits budgétaires,
sont limitatifs. Et lorsque vous voulez engager ou ordonnancer une dépense dans le crédit limitatif, vous ne pouvez dépenser qu'à la hauteur du crédit alloué à cette rubrique-là. C'est une violation de la loi, ça s'appelle détournement dans les lignes budgétaires. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas le dialogue qui donnera l'argent. C'est par naïveté ou par la complicité que les gens pensent que le dialogue on trouvera l'argent. Vous aurez des documents que ce n'est pas Franck Django qui a écrit, ce n'est pas Jean-Claude Vemba qui a écrit, ce n'est pas Machine Kassam, c'est pas des documents avec des noms à la fin et des documents signés. Vous verrez ça. Dans l'autre temps, vous aurez la liste des dépassements budgétaires. Lorsqu'ils ne donnent pas l'argent pour les élections, et la Cour des comptes a refusé de donner même ce qu'on appelle la déclaration de conformité pour dire que le budget a été exécuté conformément à la loi. La Cour des comptes, c'est une institution qu'il faut respecter aujourd'hui, a refusé en 2013, en 2014, les 2 années qu'ils ont fait le contrôle, a refusé de signer la déclaration de conformité. Donc le dialogue, comme l'honorable Jean-Claude Vemba vous a dit, il y a eu des concertations. Quelle est la garantie que nous avons aujourd'hui quand dialogue avec M. Kabila, une résolution, il va l'appliquer? Et tenez, je salue un des combattants, un des Congolais, un des frères, qui a dit que M. Kabila avait reçu les ambassadeurs. Mais il a été clair aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? La question de dialogue est une question de souveraineté nationale. Il n'y a pas question de médiateur international. Mais vous avez suivi toutes mes interventions, même les derniers débats que j'ai fait avec la PLC. Je viens de New York avant d'arriver ici. Je viens de New York. J'ai raconté les ambassades avant mon voyage. Le secrétaire général des Nations Unies ne signera aucun document pour désigner un facilitateur. Le dialogue intercongolais, dont je suis signataire de l'accord global inclusif, la base légale du dialogue intercongolais, c'est l'accord de Lusaka. Et quelle est la base légale de ce dialogue? Parce que si les gens, je comprends beaucoup de gens parlent de l'accord d'Addis Abeba ou Nairobi. Mais cet accord, c'est un accord qui reconnaît Kabila président. Cet accord reconnaît Kabila président. Si cet accord reconnaît Kabila président, c'est-à-dire que le président Tshisekedi a accepté que Kabila est président, donc il n'est plus président. Parce que s'il devait se réclame un dialogue sur base de l'accord qui reconnaît Kabila président, ça dit qu'il n'y a plus de compensation électorale. Donc il n'y a plus d'impérium à chercher. Alors la compensation est comment? Par des postes ou par l'argent? J'ai le devoir de vérité. Le monde a besoin d'un franc-parler, d'un parler clair et d'un parler vérité. La vérité, c'est Dieu. Donc nous, par loyauté à la République, moi je prêtais seulement de fidélité au Congo, aux Congolais. Devoir de transparence et devoir de vérité nous commande à ce que on rejette le dialogue, parce que l'ensemble des peuples congolais, ceux qui ont manifesté le 19, le 20 et le 21, c'est pour refuser que M. Kabila continue. Le président Jean-Claude Vemba que vous voyez, en 2006, dans une circonscription d'un seul député, plus de 300 candidats, il a toujours réparti tout le monde, même les gens de tous les partis, y compris les partis de Kabila. C'est un homme légitime. Franck Django, votre serviteur, en 2006, j'étais 4e sur 900 candidats. En 2011, sur 1500 candidats, les Congolais m'ont fait honneur de battre tous les partis politiques et tous les candidats pour être premier sur les 1500 candidats dans une circonscription de 13 députés. Donc je ne peux pas trahir les Congolais, mes frères. Cette redevabilité nous commande de nous aligner dans la logique du peuple congolais. Que refuse de dialogue avec Kabila? Comme le nom Japon vous a dit, Kabila doit partir. C'est la volonté des Congolais de voir un autre président. La deuxième question, je vais être très bref. Télé Tchango. Le président Jean-Claude pourra peut-être donner la lumière, mais nous avons répondu à cette question le matin à la RTBF. Dans l'émission que nous avons organisée, nous 3 le matin, nous avons eu l'honneur d'être invités à la RTBF le matin. Aujourd'hui,
la priorité, c'est comment obtenir le déblocage du processus électoral. M. Kabila a bloqué, donc il ne veut organiser aucune élection. On ne peut pas imaginer des stratégies des élections parce qu'il n'y a pas. Il faut que les Congolais soient informés. C'est pourquoi nous avons le devoir de vous informer, vous qui vous battez ici. Voilà aussi l'intérêt. Il n'y a pas d'élection. Il faut se battre pour débloquer. Et lorsqu'on aura débloqué le processus électoral, à ce moment-là, on imaginera des stratégies d'élection. Mais le bon sens commande à ce que s'il faut respecter celui qui a posé la question pour donner les seuils de réponse, c'est qu'aujourd'hui, ce qui pourra sauver le pays, si on rentre dans le processus électoral, c'est il faut une unité, pas autour des hommes, autour des valeurs, autour des principes, autour des objectifs, autour d'un programme qui fait relever le pays. On ne peut pas dire, bon, Maman Justine est très belle, alors nous réunissons derrière la beauté de Maman Justine ou des gens qu'on n'aime pas. Quelles sont les idées que Maman Justine porte pour voir, et ensemble, tous les Congolais qui veulent le départ de Kabila, nous mettons ensemble un programme commun, un programme de synthèse, que ce soit de la gauche, de la droite, l'objectif débarrasser le Congo de M. Kabila. Et à ce moment-là, nous allons nous attendre ensemble, pas un positionnement, mais chacun de nous, nous mettons ensemble pour voir qui d'entre nous, une femme ou un homme, qui pourrait être porteur de ce programme par rapport aux objectifs, et on va maintenir un programme d'ensemble pour l'alternative crédible qui doit être constituée en fait. Donc l'idée de ce retour d'un homme, mes frères et sœurs, pour notre humble contribution, il faut nous éloigner de la propagande des hommes, des idées des hommes. Nous voulons faire quoi du Congo de demain? Quel est le problème que nous avons? Quelle est notre démarcation par rapport à M. Kabila et sa gouvernance? Télé Bendele Libita, Libita Londres, télévision Bendele à Londres, non répond à Lingala. Ndeko Bitumba Otwanango. Et ali bitumba libération ya mboka. Ba stratégie ba limbolaka yango na ba journaliste était. Mais tous en la conscience que pour te libérer mboka, et sengeli bomoko na bana mboka o baza libana ou baza na kati pour te définir citation aussi de stratégie de libération mboka. Yango les bandits la mituma intervention na ngana lobi boy. Tu peux remercier Bino, pour rendre Bino compte, makambo trango na terrain, pour te reconnaître comment vous êtes dans Libanda. Nayango, face à la réalité sur le terrain, na caractère complexe à Mambeza na Mboka, il faut tout comment tu peux s'organiser pour te libérer Mboka. Et que ça impossible, ce conjonction salamité entre Obakubuna na kati, na ndenge bazan na bakomplexer na bamona kati, na bazan na Libana, na ndenge bazan komplexer na Libanda que jonction sur salamité libération Mboka ezalate. Et on a kosenga que il faut, il n'y aura pas un ange seul ou à libérer Mboka yimoko. Bato a Libanda bako libérer Mboka bango moko te. Bato a kati bako libérer Mboka yango moko te. Il y a un monde to yebi valeur na bino. Voilà pourquoi tu remercies Bino, puis tu sais, Boumoko. Tolérance, Boumoko, na kotala. Makamone ko sangsabito ensemble. Soit tu libérer Mboka, tu cas kuyeba, tu reconduis Mboka na biso ndengeni. La dernière intervention pour notre pesa micro. Ndeko Kachama, télévision Boumoko. En Italie, est-ce que Ndeko Fang Diongo, Ndeko Jean-Claude Vemba, Maman Justine Kassavou, Bounane Balobi, bah, qu'on s'est absolument populaire, Tony. Il faut qu'on ait babouille. Ngana ali parmi les rédacteurs à la constitution, biso de Vanda, bisonyos. Engi Kolobate, article 64, ils allaient sous patron de Tchakinako. Ce comme Moutou Alingi, akoza mboka nako toa buka mobwe que nous konzi otobengi constitution l'automo na biso côté la population qu'on mobilise la population pour défendre la légalité constitutionnelle. Ça s'appelle un soulèvement populaire, ça s'appelle une prise de conscience, un peuple qui se mobilise pour se libérer de la dictature. C'est
On ne peut pas l'appeler Front populaire. C'est un peuple qui va défendre la légalité constitutionnelle. C'est à ce moment-là que nous disons à la communauté internationale qui a le devoir, soit d'appuyer la population dans son combat de liberté, de respecter la légalité constitutionnelle pour à tout prix obtenir les élections, le respect du mandat constitutionnel, parce que l'élection présidentielle est la seule élection dont le calendrier est dans la Constitution. Et je vais terminer par là pour laisser. Il y a une interprétation erronée du fait du mauvais droit. Le président reste en fonction, l'article 70, le président reste en fonction jusqu'à l'avènement d'un autre président élu. Cet article ne peut être appliqué que dans le cadre où les élections sont organisées. Tout le monde sait aux États-Unis qu'est-ce qu'il y a. Si les élections passent en octobre, le président n'entrera en fonction qu'en janvier, février. La petite période est là pour éviter un vide parce qu'elles ont été organisées. Mais on n'a pas dit rester pendant 50 ans, il n'y a pas d'élection, vous restez en fonction. Cet article ne peut être opposable que les élections ont été organisées. Si les élections ne sont pas organisées, au Congo, cet article n'est pas applicable. Ça, c'est l'interprétation de la majorité des Congolais. Et ça, c'est du vrai et du bon droit. Donc, nous opposons cet article, les populations n'acceptera pas ça. Merci. Ma question est passée à la table. Monsieur Cheikh Fita a posé la question. Vous savez, c'est difficile de passer après Franck Dio, moi. Non, Cheikh Fita, nous savons tous que les institutions sont minées. Mais à un moment ou à un autre, nous essayons de faire. Mais les ambassadeurs ne feront jamais ce que les Congolais feront eux-mêmes. Je reviens au mois de janvier, le 24 janvier. Ce sont les mêmes ambassadeurs qui nous ont appelés. Ils sortaient du bureau de M. Kabila pour nous dire ce que M. Kabila a voulu. Et nous avons exigé ce que nous voulons, que le Sénat puisse raboter cette loi. À ce moment-là, le peuple rentrera chez lui à la maison. Non, moi, du côté, je ne suis pas un aficionados des ambassades parce que généralement, ils font la politique de leur pays. Mais mon principe à moi, c'est d'apprendre. Jusqu'à ma mort, j'apprendrai toujours. Il y a eu des défections en 90-91. Certains sont venus du MPR parti. Pour la dynamique de l'opposition et de la société civile que je représente en tant que modérateur, nous avons décidé, toute personne qui quittera le camp de M. Kabila, pour le même objectif que nous, que la Constitution ne soit pas révisitée, s'il y a des manifestations, il vient. L'honorable, le président du MLP, Franck Diop, on n'est pas dans la dynamique. Mais à chaque fois que nous avons une unité d'action, et que lui, il sente que c'est vrai, mais il vient. Lui, s'il le fait, j'y vais. La preuve en est, moi, je ne connaissais pas très bien cette affaire. C'est lui qui m'a même demandé à ses combattants de ne pas sortir. Et pour nous, c'était la consécration que le peuple congolais nous entend. Vous pouvez faire n'importe quel jeu solo que vous voulez. À un moment ou à un autre, vous aurez besoin de la collectivité. C'est de ça que pour nous, toute Congolaise et Congolais est prêt à faire partie de M. Kabila. Bon, Radio Bendele, Negolibita, yo olobi que armée allait infiltrer, police peut faut bakisa, ANEL peut faut bakisa tous. Pourquoi? Quand M. Laurent Désiré Kabila a emmené les Rwandais, les Ougandais et tout cela, il nous a présenté que c'était des Congolais. D'autres se sont même vantés de le protéger. Autant mieux lui que n'importe quel moboutiste, tout le monde est dehors. Mais aujourd'hui, ça va faire combien d'années que nous en subissons les conséquences? Quel est le deal entre M. Kabila et les gens qui les ont amenés au pouvoir? Moi, je suis député national du Bas-Congo, du Congo certes, mais élu dans la province du Bas-Congo. Chez moi, à Mwandala, l'Angola pompe le pétrole nuit et jour.
L'Angola a 45 milliards de budget annuel. Nous en avons 8. Plus grave encore, 2015 à la fin, le Congo sera pénalisé parce que lors de la conférence des Nations Unies à Abuja en 2002, tous les pays africains se sont entendus à partir de 2016, le budget de l'agriculture doit passer de 15% de l'enseignement à l'heure actuelle, pour dire la vérité, parce que nous sommes là pour la vérité, il n'y a que l'enseignement qui vient d'avoir 15,30%. L'agriculture est à 3%. La santé est à 9%. Donc nous sommes parmi, même ici au Congo-Brazzaville, ils ont déjà respecté ce tableau. Donc à partir de ce moment-là, nous disons, bon, il peut y avoir de collaboration, mais à un moment ou à un autre. Ça va faire combien de temps? Il n'y a même pas 1 mois, 2 mois. Vous avez appris qu'on a arrêté des Burundais et des Ougandais qui sont venus acheter les armes. Il y a 3 ans ou 5 ans, vous avez entendu le Premier ministre Adolphe Moussitou est parti retrouver tout ce qui était de la logistique de militaires en train d'être vendu à Kisangani. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Le problème du Congo, c'est qu'il n'y a pas de sanctions. Or, tant qu'il n'y aura pas de sanctions, nous ne pouvons pas démocratiser notre pays. Et je terminerai par Séraphin Kachama de Télé Bomoko. Bomoko Yamboka. Mais c'est le peuple congolais qui décide qui sera son président. Si demain le peuple congolais se rend compte que M. Kabila a terminé son mandat, qu'il ne peut plus être là, personne ne l'empêchera. D'ailleurs, vous avez compris, vous avez entendu actuellement, il y a des slogans qui disent que voilà, l'opposition est en train de demander aux uns et aux autres de se préparer pour telle circonstance, pour telle circonstance. Nous le disons, certes, parce que nous sommes fatigués. M. Kabila veut son dialogue, mais son dialogue, il va l'amener où? Quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas de la communauté internationale. Nos frères de l'UDPS disent que, j'ai encore suivi ce matin M. Kapita sur Top Congo, en disant que le médiateur de la communauté internationale doit aussi être accepté par le président Etienne Tshisekedi. On libère tout d'abord le leur, avant de commencer ne fût-ce qu'à écrire par un crayon, ne fût-ce qu'effaçable. Voilà. Moi, j'aimerais ici vous faire part d'une information que nous avons reçue de sources autorisées. Dernièrement, nous étions en contact avec un groupe d'experts venus de la Confédération helvétique. Et voilà ce qu'ils nous ont rapporté par rapport à 2006. Parce qu'ici, l'honorable Diongo a parlé de la responsabilité de la communauté internationale. Et l'honorable Mvwemba vient encore d'y faire allusion. Je pense que ce qui est important, c'est d'abord de bien discerner, lorsqu'on parle de la communauté internationale, de quoi vraiment il s'agit. Parce qu'en 2006, ces experts ont raconté ceci. Vous savez, monsieur, madame, il fallait à tout prix qu'on puisse soutenir Joseph Kabila. Mais alors, vous ne savez pas quel était le casse-tête au sein de la communauté internationale pour trouver la stratégie pour pouvoir contourner la donne Tshisekedi. Alors, figurez-vous que, après analyse, après concertation, finalement, des experts ont abouti à la conclusion qu'il fallait approcher M. Tshisekedi et lui promettre qu'on va le soutenir après les élections de 2006, pour autant qu'il exige d'abord un certain nombre d'obligations, et s'il n'obtenait pas satisfaction, qu'il boycotte les élections. Donc, le boycott des élections a été une inspiration des personnalités d'une certaine communauté internationale qui avaient contacté ou qui avaient approché l'UDPS. Alors, ils ont dit encore que lorsque nous étions maintenant rassurés que M. Tshisekedi allait boycotter les élections de 2006, en demandant notamment à ses militants de ne pas accepter l'enrôlement,
eh bien la communauté internationale a dit ouf, enfin nous allons pouvoir faire passer Joseph Kabila. Donc aujourd'hui, lorsque on approche M. Tshisekedi, lorsque M. Tshisekedi dit qu'il faut que la communauté internationale puisse envoyer un médiateur, je crois que nous devons être interpellés. Et nous devons même comprendre que la réserve que nous manifestons par rapport au dialogue, c'est vraiment quelque chose de fondamental parce que le plan de pérennisation du système Kabila va bien au-delà de ce que nous pouvons voir au jour le jour. Parce qu'il s'agit tout simplement d'un plan qui avait été mis en place pour balkaniser le pays, mais par des rébellions. Et comme vous avez pu vous-même vous rendre compte que les rébellions n'ont rien rapporté, il fallait maintenant massacrer, vider nos populations pour qu'on puisse progressivement faciliter l'annexion. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à l'Est, puisque là-bas c'était un terreau fertile pour cela. Donc le plan de M. Kabila n'est pas arrivé à terme, c'est la raison pour laquelle il y a cet acharnement. Et lorsqu'on réentend encore ces experts venus de la Confédération helvétique nous confier ces informations, eh bien, il faut vraiment se dire qu'il y a anguille sous roche. Parce que ce dialogue comme ça, de but en blanc, ce n'est pas pour la bonne cause du peuple congolais, mais c'est encore une tentative d'essayer d'utiliser ce qui reste de l'UDPS pour pouvoir maintenant légitimer ce que nous redoutons comme peuple congolais. Donc je voulais vous dire que la communauté internationale, on doit être très très attentif. Il y a une certaine communauté internationale qui voudrait le changement au Congo, mais il y en a aussi une autre qui souvent procède par touches délicates, par touches subtiles, pour pouvoir usurper justement la soif de souveraineté de notre peuple. Et donc aujourd'hui, on peut légitimement s'interroger si ce besoin de dialogue exprimé ici ou là, si ce n'est pas justement encore une supercherie, puisque dans le même temps, on constate qu'il n'y a pas suffisamment d'efforts qui sont accomplis pour pousser vraiment M. Kabila dehors, comme il y en a eu à un moment donné, de façon irréversible vis-à-vis de Mobutu. Il y a encore de la lenteur, il y a encore vraiment de l'analyse, il y a encore de la circonspection, alors qu'en fait les résultats sont là. Il faut absolument obtenir le départ de M. Kabila. Je vous remercie. Boza la tolérance naza na observation pareil, peut-être ma question pareil. Peut-être observation à la question, tout comme question aux observations. Voilà. Alors, Bobande conférence, je m'excuse, n'a un retard, mais n'a pas but, il y a voyage Nabino Awa, Napoto. Est-ce que c'était seulement pour cette conférence ou Boya Gokuta Nabat, ou peut-être na Mouni na langage toujours rejeté, communauté internationale, ou Boya Gokuta Nabat, pour expliquer la situation du Congo, alors que tout le temps, toujours suivre les médias. Donc, Naïna Lobaboiba, opposant à Bisso en tant que combattant, journaliste, blague à part dans la diaspora, vous nous avez dessus. Toujours remarqué le mot que vous avez un poteau à l'Amérique, vous avez beaucoup de communauté internationale, si vous n'avez jamais vous avez ni vous avez forcé pour continuer. Mais si vous êtes au Congo, vous avez expliqué ce que vous avez au Congo. Pour éviter, qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce que vous avez répondu au peuple congolais ou vous avez répondu à Binomoko? Et tant que vous avez des États-Unis, vous n'avez jamais fait ça. Pour éviter que vous fassiez ce rapport, au moins quand même vous avez pour le peuple, à moins que vous ayez répondu à Binomoko. Mais si par exemple vous avez la délégation de Burkina Faso observant, ceux qui sont bébés Binokuna, par exemple, Ndeko Frank Diongo Aleki, voilà, Intela Kendagi, Nabapa, tout ça. On va parler de blocage volontaire, hein, donc le Kabila se rétracte, ou soit, disons, le peuple se prenne en charge, c'est-à-dire que des blocages forcés. Et en plus, vous avez encore ajouté l'implication de la communauté internationale, que beaucoup d'ailleurs ne croient même pas. Bon, ma question est celle-ci. Parce que, vous l'avez si bien dit, Kabila en face se prépare également en conséquence. Il ne fait pas partir, il contrôle toutes les institutions. Au cas où ces deux solutions ne marchaient pas, qu'allons-nous faire? Ça c'est aussi, est-ce qu'il n'y a pas une autre proposition en dehors de ce que vous avez donné? C'est Guijou Sokou, je suis membre de l'ECID, donc un parti membre de la dynamique. Ma question est celle-ci. Moi, j'aimerais revenir sur la CENI. Parmi les résolutions de la dynamique, vous n'arrêtez pas, nous n'arrêtons pas, je suis membre de la dynamique aussi,
de rejeter la CENI dans l'état tel qu'elle est. Mais j'ai relevé une certaine incohérence, nous dans les CD. Pourquoi l'organe que vous rejetez, lorsque la CENI a donné la date pour le dépôt de candidature des élections provinciales, tous les partis politiques se sont pressés de déposer leur candidature. Personnellement, il y a une certaine incohérence. Je viens du Congo, je suis arrivé en Europe ici en avril et je suis membre du mouvement Filimbi, le collectif Filimbi. Je suis très content de voir des membres de l'opposition ici en Europe qui ont choisi de venir pour pouvoir échanger avec la diaspora, qui ont choisi parce que nous, on n'a pas choisi d'être en Europe. On est en Europe à cause de la répression de Kabila. Le 15 mars, un dimanche, on a organisé une conférence pour l'éveil des jeunes. Je suis content que vous avez mentionné la répression qui est comme une stratégie du pouvoir en place pour empêcher l'expression démocratique. Donc nous organisions cette conférence pour l'éveil des jeunes le dimanche 15 mars à Kinshasa, lorsque nous avons vu une irruption des personnes armées et des membres de l'ANR entrer et arrêter une quarantaine de personnes. Je crois que cette histoire est connue, je ne vais pas y revenir. Donc, cette élévation, ce soulèvement des jeunes, cette organisation qui s'est faite voir, qui faisait écho aussi à ce qui s'est passé le 19, 20, 21 janvier, montre que la jeunesse congolaise est prête, qu'elle est déterminée, qu'elle est décidée à pouvoir prendre son destin à bras le corps. Et cette jeunesse s'est levée. Vous avez mentionné la répression qui se fait. Le peuple congolais est prêt à se prendre en charge et elle veut cette alternance. Cette population a vu le pouvoir en place, a vu l'opposition. Cette population a la crainte de est-ce qu'il n'y aura pas un autre coup de théâtre qui va se faire? Ma question c'est donc celle-ci. Cette population est prête. Nous allons être très peu, on nous a sonné d'arrêter. Première petite préoccupation sur l'ego des opposants. On ne savait même pas que les gens des films ils sont là, merci. L'ego des opposants, nous avons dit que nous avons la volonté de nous mettre ensemble autour des idées et des objectifs. Nous sommes en train de construire cela. Et il faut saluer qu'aujourd'hui là, nous sommes ensemble. C'est un message que nous vous donnons. Il y a trois partis de l'opposition ensemble dans une action de restitution au peuple congolais. Nous avons le devoir de redevabilité. Ça, c'est un. Donc, on va graduellement transcender nos divergences pour mettre d'abord le Congo, l'intérêt général, et encore nous après. Parce que la menace de balkanisation du pays est plus vaste que nos ambitions. C'est cela. Parce que la stratégie de chaos que M. Kabila amène, c'est quoi? C'est obtenir la balkanisation du Congo, amener le chaos au Congo, amener la guerre à Kinshasa. Le déblocage, est-ce qu'il y a une autre alternative? Il est vrai que les stratégies politiques ne se dévoilent pas en public, mais il faut noter qu'en défaut, bien entendu, des déblocages volontaires, vous avez toutes les informations dans les déblocages forcés. Vous avez la clé dans la solution. Maître Donat, je suis content que vous avez dit vous-même que vous êtes arrivé en retard. Nous avons dit, par respect aux Congolais, nous avons le devoir de redevabilité. Nous sommes venus d'abord reconnaître votre combat et aussi vous rendre compte de ce qu'il y a au pays. Vous rendrez compte également de ce qu'il y a ailleurs. J'ai parlé, par exemple, moi personnellement, j'ai dit que je viens de New York. Nous avons été aux Nations Unies. Aux Nations Unies, on nous a dit le secrétaire général ne signera pas un document pour nommer un médiateur. C'est une restitution. C'est une information pour le peuple que vous êtes. Ce que je peux conseiller, en fait, il n'y aura pas un ange qui va libérer le pays. Nous devons corriger nos erreurs. Les uns et les autres, la politique des boucs émissaires ne paye pas. Il ne faut pas dire ça ne marche pas par l'effet des autres. Il faut dire parce que ça ne marche pas. Qu'est-ce que je fais pour que ça marche? Maître Donat, si votre frère Fandjongo, si Maman Justine, si Jean-Claude Vemba a des faiblesses, montrez-nous, conseillez-nous,
qu'est-ce que nous pouvons faire pour compenser nos insuffisances? Si nous ne sommes pas capables de combler nos insuffisances nous-mêmes, vous nous aidez à combler ce que nous, on n'est pas capable de le faire. Et dans une action conjuguée, on réussira à mettre dedans. La CENI, c'est ça la problématique. En fait, il est vrai qu'il y a 3 partis de l'opposition dans la CENI. Ça, ce sont parmi les éléments de contradiction qu'ils devront relever pour introduire des facteurs correctifs. Vous avez relevé un problème scientifiquement valable qui constitue une interrogation pour nous et on doit introduire tous ces facteurs collectifs dans la durée, dans les temps, pour nous permettre de constituer une alternative crédible avec un pouvoir organisateur net, impartial et indépendant. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de questions, à moins que l'honorable, vous avez quelque chose à dire? Juste un dernier mot. En ce qui concerne les délégués à la CENI, comme vous le savez, il y a des groupes parlementaires qui les ont envoyés. En ce qui concerne le délégué de l'UDPS, je crois que le groupe de l'UDPS est allié parce qu'il y a d'autres partis en dehors de l'UDPS dans notre groupe parlementaire dont je suis le vice-président. C'est depuis 1 année et demie que nous avons désavoué notre délégué Jean-Pierre Kalaba. À peine arrivé là-bas, il a rompu le pont. Quand bien que M. Malo Malo et les autres partis dînaient, déjeunaient à Kimanga, enfin bref, cette affaire-là. Nous avons compris que cet homme-là n'était plus avec nous. Donc, il n'est plus avec nous. Donc, cet homme ne peut plus engager le groupe parlementaire UDPS et Ali. En ce qui concerne la question sur pourquoi les partis politiques disent qu'ils n'ont pas confiance à la CENI et qu'ils sont partis, pour aller postuler aux élections provinciales. Nous avons souhaité les élections provinciales tout simplement parce que 80% des élections provinciales est contrôlée et surveillée par le peuple dans les provinces. Parce que ce sont eux eux-mêmes qui partent pour aller surveiller les élections parce qu'ils le pensent d'eux-mêmes. Malheureusement, après les élections, vous voyez 90% de tous les députés des peuples provinciaux du Congo sont partis rejoindre M. Kabila. En ce qui concerne soi-disant que l'opposition n'est pas unie, non, le problème c'est pas ça. Le problème est qu'à chaque fois qu'il y a une unité d'action qui doit nécessairement servir pour le peuple congolais, tous nos barrages se passent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas vous répondre par rapport au voyage des États-Unis et de la Belgique parce que je ne suis pas une aficionados des ambassades ou des autres pays. J'ai une intime expérience à l'époque où je fus président du MPR France et MPR Europe. Tout ce que vous dites aux ambassadeurs, dès l'organisation de la majorité du peuple de Vienne, ils font, c'est ce qu'on appelle le procès-verbal de votre communication. Bon, mise en demeure des leaders, mais nous sommes là, il n'y a pas d'ego. Nous acceptons tout le monde. À la dynamique dont vous et moi nous faisons partie, à la convention, il y a certains qui sont venus pour que nous puissions hiérarchiser la dynamique de l'opposition avec un responsable principal, des adjoints et tout. On a fait partir cette idée, tout simplement parce que personne n'était là pour travailler pour personne à l'heure actuelle. Et souvenez-vous, en ce qui concerne l'unité de l'opposition, Franck Diongo et moi, on a travaillé pour le candidat commun de l'opposition et nous avons désigné Etienne Tshisekedi Mulumba. 24 heures après, les mêmes gens qu'on était avec eux dans la salle à Fatima se sont retrouvés où? À Sultani. Et ça a donné l'occasion à qui? À M. Kabila pour tricher les élections. C'est pour cela que nous disons cette fois-ci, nous verrons bien. Mais nous sommes déjà aguerris à cette première expérience de 2011. J'ai dit et je vous remercie. Mais le temps joue-t-il pour Kabila ou pour l'opposition? Le temps est là pour le peuple congolais. S'il faut répondre, parce qu'on est vraiment à la fin, nous enseignons plusieurs fois, est-ce que le temps joue contre l'opposition? La vraie opposition, ce ne sont pas des leaders qui sont devant vous, c'est le peuple congolais qui est victime de la dictature. Le peuple a toujours le temps de se défendre, il faut le mobiliser, le conscientiser, l'informer et le sensibiliser. Donc nous devons nous organiser pour exiger le départ de M. Kabila et qu'en 2016, il doit partir. C'est un problème de volonté et de détermination. Ce n'est pas un problème de chronogramme.
Mais la constitution doit être défendue, doit être respectée. Merci. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée à tous.